Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va revenir sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. On connaît, ça y est, les demi-finalistes. Paris est qualifié et va rejoindre donc les demi-finales face à Dortmund. Le Real Madrid s'est imposé au tir au but contre Manchester City et rejoindra donc le Bayern Munich qui s'est imposé face à Arsenal, 1-0 à domicile. On va parler dans la première partie principalement du Paris Saint-Germain. Cette émission va être consacré en grande partie au Paris Saint-Germain, qui est vraiment du coup notre club français, notre seul club français pour l'instant qualifié en demi-finale d'une Coupe d'Europe. On va d'abord parler du Paris Saint-Germain comme je l'ai dit, ensuite on va revenir sur le match Real Manchester City, puis ensuite on va se projeter vers les demi-finales comme j'ai dit précédemment, et ensuite il y aura forcément un petit jeu spécial Ligue des Champions, spécial, j'annonce, je tease, PSG Barcelone. Zéro révision là. Pour parler et pour débattre autour de ces sujets, qui de mieux que Jordan? Salut Jordan. Bonsoir à tous, bonsoir Coco. Et Joris, salut Joris. Salut Corentin, salut à mes deux chroniqueurs. Et salut Axel. Salut à tous. On va sans plus tarder commencer par le Paris Saint-Germain. Victoire exceptionnelle du Paris Saint-Germain, 4-1, on va dire une petite remontada. Ils avaient perdu le match aller 3-2 après un match dominé globalement par le Paris Saint-Germain, mais ils n'ont jamais réussi à vraiment prendre le dessus sur le Barça. Moins de caractère que le Barça. Barça exactement. Et au match retour, il y a eu évidemment un fait de jeu, on va revenir, le carton rouge d'Aroro qui a facilité un petit peu les choses, mais Paris a gagné 4-1 au Montjuic, j'allais dire le Camp Nou, mais non, c'était pas au Camp Nou. Pas très loin. Et c'était pas très loin. Et voilà, le Barça s'est incliné du coup 4-1. Joris, on va commencer avec toi. Paris qualifié. Est-ce que la logique dans l'ensemble a été respectée face au Barça? Oui, je pense que ça a été respecté. Paris, je pense que même avant les deux confrontations, était parti favorite, même dans la compétition générale, mais bon, ça c'est chaque année. Au match aller, comme tu l'as dit, ils ont montré moins de caractère que le Barça, mais au match retour, voilà, il y a eu ce fait de jeu qui les a un peu réveillés, qui les a remis un peu dans le droit chemin. Bradley Barcola a fait un match presque parfait. Dembélé s'est réveillé, a retrouvé le sens du but presque en fin de saison, donc ça c'est positif, mais oui. Il est deux fois face au Barça, il y a un match aller-retour. C'est ça, donc non, franchement Paris a montré du caractère, s'est réveillé sur ce deuxième match et c'est que positif pour la suite et non, très, très satisfait du match du PSG, surtout le match retour. Axel, est-ce que c'est logique que Paris se qualifie dans ces quarts de finale? Ouais, cette double confrontation a été dominée par Paris pour moi, même si Barça a montré des choses très intéressantes. Ce carton rouge fausse le match, mais la faute est débile, tout simplement, de Aroro. On peut comprendre, mais voilà, ça fausse le match, ça engendre ce 10 contre 11. On va en parler juste après du carton rouge. Je vais pas trop juste là pour l'instant sur... Mais ouais, non, la logique est respectée. Paris a mieux joué. Le deuxième match a été complètement dominé, hormis ce but. Et voilà, mérité. Jordan, je crois que t'es pas du tout de cet avis. Je suis pas du tout de cet avis. Pour moi, la logique n'a pas été respectée à partir du moment où, en fait, pendant 130 minutes, on a vu que l'équipe qui gagnait en 11 contre 11, c'était le FC Barcelone. Le premier match, le Barça gagne 3-2. Le PSG est meilleur dans le jeu. Mais à la fin du 3-2 pour le Barça, on sent que le FC Barcelone en fait a mérité sa victoire même s'ils n'ont pas dominé. Ils ont été plus tranchants. Et au match retour, je suis désolé, mais après on parlera du fait de jeu, mais jusqu'au fait de jeu, en fait le PSG n'existe pas. Le Barça contrôle le match, ils ont 2 buts d'avance. Oui. Ils ont 2 buts d'avance. Si on me dit que après la remontada, la logique a été respectée, c'est illogique. Sinon on parlerait pas de remontada en fait. Juste pour revenir sur ce que tu dis, après on peut pas avoir la suite du match suite à l'exclusion, on peut pas savoir si sur l'action Aroro fait pas faute et Barcola revient à un but, le match change aussi, donc en soi tu peux pas non plus. Moi je trouve qu'on regarde les réactions d'après-match et qu'on commence à parler de remontada, c'est que la logique en fait elle a pas été respectée et personne limite croyait en ce PSG. On va en parler de ce fait de jeu parce que je vois que vous êtes animé par ce carton rouge. 29e minute. 1-0 pour le Barça, donc on rappelle l'ouverture du score de Rafinha qui a marqué comme au match aller. D'ailleurs, ouverture du score sur un oubli total. Les latéraux ont été mangés sur cette ouverture. Et Donnarumma aussi. Donnarumma aussi un peu en dessous. Bref, 29e minute. Barcola entre dans la surface. Il est aux abords de la surface. Il sprint, il prend de vitesse du coup. Qui lui n'a pas envie de se faire passer. Clairement, il met juste sa main sur son épaule, ça le déséquilibre. C'est juste avant la surface, donc pas de pénalty pour Paris. Mais il anéantit une occasion de but. Le dernier point de contact est dans la surface. Sauf que le dernier, il aurait dû avoir pénalty.
Alors, moi, je sais pas Ouais, ça a été revu même par l'UEFA. L'UEFA a dit qu'il devait y avoir. Oui, mais penalty. le premier contact, en tout cas, le contact. Ah, le premier, oui. Mais celui qui compte, c'est le dernier. Celui qui déséquilibre Barcola, il est avant. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Mais le dernier contact entre Araujo et Barcola, c'est. Non, Donc pour vous, il y a. c'est pas ça. De toute façon, c'est pour moi, il y avait depuis les changements de règles, on sait plus quand il y a main, on sait plus quand il y a faute, quand c'est aux abords de la surface. C'est à l'initiative de l'arbitre, c'est lui qui décide. Et là, il a décidé que c'était dans la surface. Après, il a pu décider qu'il y avait. Pour revenir sur le fait de jeu en lui-même, et parce que ce qui change tout, c'est pas qu'il y ait pénalty ou pas, c'est qu'il est rouge. Ouais. Araujo, mais comment. Alors, quand t'es footballeur, tu fais des fautes. Oui. Mais est-ce que tu fais des fautes professionnelles comme ça pour le coup? Bah, surtout quand tu mènes 2-0, enfin quand t'as 2 buts d'avance dans un quart de finale de Ligue des Champions. Surtout que si tu le laisses passer, il est face à Ter Stegen. Et on est tous d'accord que Barcola, s'il passe, il n'y a pas but. Parce que derrière. Ça, on sait pas, on saura jamais. Derrière, tu sens qu'il pousse trop son ballon. Oui, bien sûr. Tu vois. Après, Barcola, il a vraiment super bien joué le coup. Hein. Bah, très bien, mais très bien. Le contrôle, il s'est mis dans la course d'Araujo. Ah oui. Araujo, en vrai, déjà, lui, il met son bras, mais en plus, Quelle idée de le toucher. c'est salé, mais. Et juste comme ça, pas possible. je pense que vous allez tous être. Ça va être unanime. C'est le tournant du match. Bien sûr. C'est le tournant d'écart. Il n'y a pas débat. Mais pour moi, sans le carton rouge, le Barça passe tranquillement. Et juste après le but. Pas tranquillement. Juste après le but, j'ai tweeté les impôts ne passeront pas. Je mets toute ma maison sur le fait que le Barça va passer sans trembler. 2 minutes après, ils prennent rouge. Et là, les impôts, ils ont toqué à ma porte. Voilà. Ouais. Et Axel, toi, t'étais pas. Toi, tu penses pas que ça aurait changé? Moi, je pense, ouais, ça aurait pas forcément changé, mais ça aurait été serré. Peut-être, ça se trouve, s'il n'y avait pas eu rouge, j'aurais eu penalty. Peut-être. Hein. Je sais pas, peut-être que l'arbitre se serait dit, vas-y, je mets pas rouge, par contre, je mets faire double peine. Là, je mets rouge, mais je mets pas un penalty. On peut pas savoir. Et puis en plus, il est pas allé revoir la VAR. L'arbitrage a été relativement bon quand même sur le match. C'est oui, pour le mentionner avec le PSG. Mis à part, il avait quand même le carton facile. Il voulait montrer qu'il avait le match en main et il sortait beaucoup de cartons, mais après, sinon, dans les décisions qu'il a prises. Apparemment, avec Xavi qui se fait expulser, son adjoint qui se fait expulser. Xavi s'est mérité. Hein. Apparemment, pendant le match, le community manager du Barça a mis une story Insta, mais il s'est trompé de compte. Il lui a mis carton rouge. Il a mis carton rouge à tout le FC Barcelone, ce mec. Non, mais dès qu'un gars ouvrait sa bouche sur le banc du Barça, il venait, il lui mettait rouge. Même des deux côtés, hein, j'ai l'impression que je rejoins Joris, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de cartons dans ce match, des jaunes et puis 3 rouges comme on l'a vu, enfin du côté du Barça. Moi je trouve que l'arbitre a très bien géré ce match, hormis le carton rouge sur l'adjoint de Xavi, peut-être un peu abusé. Moi je trouve le seul litige que j'ai trouvé dans le match, c'est vraiment la faute sur Gundogan à la fin. Je sais pas s'il y a penalty. Je sais pas s'il y a, c'est compliqué. Pour moi c'est le seul litige. En tout cas, Araujo, il a réagi à son carton rouge sur Instagram, alors je vais vous le lire. Il a dit juste après donc le match: le football qui m'a donné tant de joie me frappe maintenant durement. Je remercie tous ceux qui sont inconditionnellement à mes côtés, mes coéquipiers qui ont tout laissé sur le terrain et les supporters qui ont cru en cette équipe jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir leur donner cette joie. Nous essayerons à nouveau. Donc Araujo qui a quand même conscience qu'il a changé tout le match. Il a conscience, et surtout que même lui, il est resté tout le long au bord de la pelouse, il regardait le match, avide. Non, il était déçu, mais il peut s'en vouloir qu'à lui-même, et c'est lui qui flingue le Barça. Et Xavi, on l'a dit, s'est fait expulser. Pour lui, l'arbitrage a été médiocre. On va l'écouter. Il était en conférence de presse après la rencontre, donc du coup face au Paris Saint-Germain. On l'écoute. Es veia un molt bon espectacle i destrossa per complet l'eliminatòria. Ja s'acaba el futbol, pràcticament. Evidentment hem tirat d'orgull, de caràcter i hem tingut alguna opció al final, no? Però és molt difícil, és pràcticament impossible. Voilà, Xavi qui dit clairement que ça a été le tournant du match et qu'il ne devait pas y avoir... Après, il a quand même insulté la mère à l'arbitre plus d'une fois, faut pas s'étonner de prendre rouge. Non mais là, il y a clairement un manque d'expérience, je pense. Hein. Xavi, ce qu'il a fait, on peut réagir à chaud sur le terrain, au bord du terrain, on peut réagir, il y a des litiges, mais refaire ça en conférence de presse, alors que t'as revu les images, j'imagine, tu sais qu'il y a faute, tu sais que t'as été épargné en plus d'un penalty, donc bon. Tu restes entraîneur du Barça qui s'est fait éliminer en quart de finale, donc t'es obligé quand même d'avoir cette phase. Sa dernière en plus. Sa dernière. Mais on en parlait hier entre nous, là on a vu la différence entre Enrique et Xavi. C'est le calme que Enrique a dans les grands moments, et Xavi qui a complètement vrillé et a été bouffé par la pression. La seule fois où Xavi est sorti de son calme entre guillemets, c'est à la fin du match, coup de sifflet final, quand il y a eu ou même le dernier but, et là il a su que Paris était qualifié, on l'a vu complètement se libérer. Et c'est vrai que comme tu le dis, tout le match on a vu la différence entre Xavi et Enrique sur le banc, c'est quand même assez frappant. On voit que Enrique a quand même été une sorte de mentor pour Xavi en termes de coaching. Oui, clairement. On va écouter maintenant Kylian Mbappé, qui était après la rencontre en zone mixte. Lui aussi, il est revenu sur ce match du Paris Saint-Germain. Il s'est même un petit peu projeté pour la suite. Enfin, clairement,
pour lui, le PSG a mérité sa qualification. Des mauvais moments que ma fierté elle prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial. Moi qui ai grandi ici, donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand. On a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier, donc on est très contents. Voilà, Kylian Mbappé est très content pour sa dernière au Paris Saint-Germain, qui va donc disputer une demi-finale et pourquoi pas une finale si jamais il s'impose contre Dortmund. Donc voilà, là Paris est sur une grande saison pour l'instant avec Luis Enrique. On va maintenant passer à une rubrique que vous connaissez très bien, en tout cas c'est la deuxième fois qu'on l'utilise dans cette émission au Money Time. C'est la palette tactique de Louis qui va nous parler du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Il va nous donner un petit peu les clés de cette rencontre et les points forts et points faibles évidemment du Paris Saint-Germain. On passe à la palette tactique de Louis. Voilà, Louis nous a rejoint pour cette palette tactique. Salut Louis. Salut Corentin. Alors tu vas nous parler du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone et tu vas commencer avec le pressing d'un certain Kylian Mbappé. D'un certain Kylian Mbappé, exactement. En fait, j'ai remarqué que sur ce match, le pressing d'Mbappé était vraiment centré sur un joueur. Et il était centré sur Koubarsi. Si on regarde bien sur l'image, on le voit tout en haut à droite, et Koubarsi est juste ici. Par contre, Aroro est pas délaissé, mais il est vraiment bien plus libre de prendre le ballon. Donc on voit Ter Stegen faire la passe à Koubarsi, et directement Mbappé va le presser, parce qu'on sait que sur les deux centraux, c'est Koubarsi qui a un peu plus de ballon, qui sait mieux distribuer. On l'a vu ensuite sur le match, face à Inigo Martinez, c'était lui qui était un peu plus celui qui accentuait le jeu. Et donc, en fait, le pressing de Mbappé va énormément laisser d'espace à Aroro pour sa relance. Et donc, comme on le voit ici, Aroro sur sa relance, il est tout seul. On voit aussi très bien le marquage du Paris Saint-Germain, toujours au milieu de terrain en marquage individuel. Mbappé toujours en haut à droite, qui couvre la passe pour Koubarsi. Et du coup, ça permet à Aroro d'être libre, d'être devant. Mais du coup, cette stratégie a eu un double tranchant pendant le match. Premier tranchant, ça va être le but barcelonais, parce qu'il va faire la passe à Lamine Yamal qu'on voit juste ici. Lamine Yamal qui du coup va provoquer, va passer Nuno Mendes, va faire le centre pour Rafinha et il va marquer. Donc ça a été le mauvais côté de ce pressing qui a du coup permis au Barcelone d'ouvrir le premier but. En revanche, ça a permis à Paris du coup de provoquer le carton rouge. Aroro est tout seul et va faire la passe à Lamine Yamal, sauf que cette fois Nuno Mendes est bien plus réactif, va prendre le ballon. Barcola va le récupérer, va partir en contre-attaque, Aroro est en retard et du coup va faire le rouge. Voilà. Donc les deux buts au final partent du pressing des Parisiens. Exactement, d'un pressing ciblé où on a vraiment laissé Aroro avoir le ballon, avoir le jeu face à lui et en fait ça a été à double tranchant pour eux. Et donc au final c'est plus une bonne chose pour les Parisiens. Exactement, parce que comme on a le rouge et ça a totalement changé le match. Là, je vais parler du coup des corners des Parisiens ça va aussi venir. Le deuxième but va venir sur un corner, pas celui-ci parce que j'ai trouvé plus intéressant. Là, on voit que il y a 3 Barcelonais qui sont sur les 3 Parisiens qui font un pressing, mais du coup, on a tous les Parisiens qui sont au second poteau et on a aussi surtout Vitinha qui est seul aux 16 mètres. On va lui faire la passe et lui, il a la possibilité de faire une super belle passe. Malheureusement, il n'y a pas but. Et sur son but, là, il va avoir tellement d'espace qu'il va se dire je tente, comme il sait le faire, comme il l'a fait à Marseille, comme il l'a fait au match aller. Et du coup, il va marquer son but. Là, je vais notamment parler du marquage de Lewandowski. On a critiqué le marquage de Beraldo face à ce dernier. Il lui a appris le foot, comme certains ont dit. Et cette fois, c'est Marquinhos et Hernandez qui se sont suppléés pour prendre le Polonais sur les ballons hauts. Et là, on voit ici que Marquinhos, il fait la faute. Mais dans l'esprit, dans la combativité, on a vraiment vu un Lewandowski qui a été très vite pris par les défenseurs de Paris. Et là, du coup, on peut dire merci à Luis Enrique qui a bien travaillé. Exactement. Là, on a vu que les erreurs du match aller ont été corrigées et que Marquinhos a du coup été remplacé, etc. Mais c'est aussi l'absence d'Hakimi qui a fait tout ça. Là, ici, je vais parler de l'apport de Fabian Ruiz en phase offensive que j'ai trouvé très intéressante. On le voit toujours dans le demi-espace gauche, donc entre Aroro et Jules Koundé. Ce qui a permis à Barcola de soit combiner avec lui, comme on va le voir juste après. Là, Fabian Ruiz va avoir le ballon, va revenir ici, va frapper, mais malheureusement, ça va pas passer pour l'Espagnol. Mais l'idée est là en tout cas. Il est dangereux parce que Aroro peut pas vraiment sortir sur lui parce que sinon,
il y a Mbappé qui s'engouffre, Koundé peut pas parce qu'il y a Barcola, donc en fait ce demi-espace gauche était l'endroit idéal pour les Parisiens pour attaquer. Et on va voir que là, je remets encore un extrait, Barcola est juste ici, il va recevoir le ballon, on voit encore Fabien Ruiz demander dans ce demi-espace gauche, et du coup, il va créer une nouvelle occasion. Pareil, on le revoit ici à la 27e, en fait son appel va totalement amener le bloc barcelonais, et du coup ça va créer énormément d'espace pour Barcola. Il revient ici pour passer le ballon, il l'emmène à Roro, et c'est qui est libre? C'est Mbappé. Mbappé qui loupe son tir, mais dans l'esprit c'est ça, et Fabien Ruiz a énormément de créé de décalage durant la première partie de match, parce que juste avant le carton rouge, c'était l'objectif, c'était d'embêter Roro et Koundé dans ce demi-espace gauche, et je trouve que ça a énormément bien marché. Joueur clé du match, Fabien Ruiz. Joueur clé du match, Fabien Ruiz. Eh bien, merci beaucoup Louis pour cette palette tactique du Barça PSG. On va passer maintenant à la deuxième partie sur le match Real Madrid-Manchester City. On va maintenant passer à Real Manchester City, un quart de finale qui a tenu toutes ses promesses. 3-3 au match aller, 1-1 au match retour, victoire du Real au tir au but, après des tirs au but de folie, hein, clairement 2 arrêts de Lounine, 1 d'Ederson, ça a été exceptionnel. Le Real, comme toujours, montre... Éternel. Voilà, ils sont éternels, clairement. Ils vont partir en demi-finale. Juste pour donner une petite statistique, le Real Madrid, ça fait 10 fois sur 13 qu'ils sortent le tenant du titre de la C1. Et attention, parce que les 10 fois sur 13, non, ça fait 11 fois sur 14, et 10 fois sur 13, ils ont gagné la C1 en sortant le tenant du titre, qui était du coup Manchester City cette année. Donc ça veut dire que le Real, selon les stats, peut aller chercher ce titre. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match, Jordan? Est-ce que tu es surpris par le Real Madrid ou déçu par Manchester City? Je suis un peu déçu de City, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est les tenants du titre. Donc ils étaient clairement l'équipe à abattre cette année, et le Real a réussi à les abattre. Après, là où je suis un peu déçu, c'est peut-être par du Erling Haaland, qui a un peu manqué dans ces grands moments. Même hier, on l'a pas trop vu encore. Après, il y a ce monsieur Kevin De Bruyne que j'ai trouvé encore une fois magistral, et c'est pour moi un des meilleurs joueurs du monde. Il doit faire partie des 3 meilleurs. Mais où je suis déçu, le mot déçu est assez fort, je trouve. Je trouve que le Real a plus fait le bon coup que City. City n'est pas passé à travers. Voilà, ils ont quand même mis 4 buts en 2 rencontres. C'est pas anodin. Cependant, le Real a été meilleur. Je veux dire, ils ont été plus tranchants. Et ça paye. Joris? Bah moi, plutôt surpris, c'est pas non plus le mot, mais ouais, surpris du Real Madrid et du style de jeu en fait qu'ils ont proposé hier soir. On s'attendait à une équipe, enfin on s'attend souvent quand on voit le Real Madrid à une équipe qui, ouais, là hier ils ont joué aussi sur les comptes, mais qui joue beaucoup sur les ailes et qui lance en fait ces 2 flèches avant. Et hier ils ont joué très très bas et très fermé, comme un peu leurs confrères madrilènes de l'Atlético. Donc c'était assez surprenant de les voir comme ça. Après ils ont réussi à ouvrir le score rapidement avec Rodrigo, et puis après ils ont réussi à maintenir le match, même si je me demande encore comment ils ont fait pour pas en reprendre un. Mais voilà, ça a fait le travail. Ancelotti a encore fait un travail tactique exceptionnel, j'ai envie de dire, et voilà. Ouais, parce que pour comme tu dis, ils ont réussi à tenir quasiment 80 minutes en encaissant 33 tirs. C'est énorme, ils ont fait je crois 8-9 le Real. Donc quand même 33 tirs avec des belles parades de Lounine et puis une très grosse défense. Donc ouais, non, je suis un peu déçu pour Manchester City qui peut-être méritait en tout cas ce match. Après voilà, comme tu l'as dit, Haaland a pas vraiment pesé dans la balance, contrairement à Doku que quand il est rentré ça Doku a beaucoup déstabilisé. Donc franchement ouais, c'était un beau match malgré l'espèce de attaque-défense qu'on a vu, mais bon, ça se finit au penalty et tant mieux pour le Real. On va écouter Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, qui était en conférence de presse après la rencontre. Carlo Ancelotti est aux anges évidemment après cette qualification du Real Madrid. Yo creo que para ganar aquí había una sola manera, que era esta, aprovechar de la oportunidad que hemos tenido. Hemos tratado de empezar fuerte el partido, no como el año pasado, de tener más presión. Nos ha salido bien porque hemos marcado pronto y después a defender, a luchar, a sacrificar. Para mí era la única manera para salir vivo de esta eliminatoria. Aquí la eliminatoria siempre ha sido igual, hemos tenido ventaja por mucho tiempo, y cuando han igualado el partido allí se podía sufrir un poco, pero creo que cuando
hemos cambiado un poco el sistema, hemos arreglado un poco mejor la línea atrás. On va maintenant se projeter rapidement sur les demi-finales. On fera évidemment une vidéo juste avant les demi-finales de Ligue des Champions. J'ai hâte. On rappelle les demi-finales, Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, 2 clubs allemands en demi-finale, un club français et un club espagnol. Voilà, les clubs allemands qu'on disait un petit peu éteints cette saison, comme le Bayern et Dortmund, au final se retrouvent en demi-finale de Ligue des Champions, c'est assez fou. Pour Paris-Dortmund, Jordan, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses que ça va être une formalité pour les Parisiens? J'ai quand même l'impression que ça va passer facilement. Okay. Avec tout le respect que j'ai pour Dortmund, je vois le PSG au-dessus, que ce soit techniquement, physiquement, collectivement. Si Dortmund est 5e de Bundesliga, c'est qu'il y a une raison. Je vois le PSG passer. Joris? Je suis pas trop d'accord avec toi en fait. Le championnat, enfin la Champions League par contre, c'est une compétition qui est quand même à part. Et Dortmund peut toujours paraître comme l'outsider, comme on l'a vu en 2013 quand ils sont allés en finale contre le Bayern. On est à peu près sur le même dispositif où il y a eu le Barça et le Real. Bon là c'est Paris. Mais voilà, Dortmund peut être cet outsider qui peut aussi surprendre et aller en finale, même si je pense que ça reste quand même une formalité pour le PSG. Le retour est au Parc des Princes. Oui, bien sûr, mais après, t'as bien vu là contre l'Atlético, ça leur a pas mais là, posé de problème. Pour moi, ce qui les fait aussi gagner contre l'Atlético, c'est le Westfalenstadion. Oui, bien sûr. Le Signal Iduna Park aussi qui a grondé pour amener son équipe, le mur jaune. Bien sûr, mais après, on connaît aussi le Paris Saint-Germain, donc c'est bien. Pour l'instant, ils sont en demi-finale, mais il faut pas qu'ils lâchent et qu'ils gardent ce caractère. C'est vrai que ça reste le PSG. Qui mentalement, voilà quoi, craque. Ouais, moi, rapidement, Dortmund, s'ils gomment les petites imprécisions qu'ils ont eues face à l'Atlético, notamment au match aller, qui leur ont coûté les 2 buts, je pense que ça peut poser vraiment beaucoup de problèmes à Paris. Je suis un peu dubitatif, voilà, je me moule pas trop. Après Paris, quand même, ils ont montré un très beau visage contre Barcelone. Plus de talent individuel peut-être. Mais voilà, si Mbappé se réveille et fait pas, bon, il a mis un doublé, je vais pas critiquer, c'est quand même ce qu'il sait faire, mais s'il fait un plus gros match entre guillemets que la double confrontation contre le Barça, ce serait très compliqué pour Dortmund. Surtout qu'il va avoir des espaces contre Dortmund. Et juste rapidement pour Real Bayern, qui voyez-vous gagner? Est-ce que ça va être une formalité aussi pour le Real? Formalité, je pense pas, ça va être 2 matchs serrés, mais je vois le Real passer parce qu'on connaît le Real et l'expérience. Donc ouais, pour très rapidement, le Real va passer et rejoindre le PSG en finale de Ligue des Champions. Joris? Pareil. Non, le Real Madrid est toujours une grande équipe et dans les moments décisifs, ils savent être là et faire la différence. Donc voilà, le Bayern est un peu maudit par Harry Kane aussi cette année. Donc on verra. Puis comme tu as dit, le match retour est au Santiago Bernabéu, qui est tout beau, tout neuf. Donc voilà, pour aller chercher un match en finale, ils vont faire la différence. Ouais, moi je vois pareil, Real Paris, ce serait une belle histoire pour Mbappé. Et ben on va passer au jeu. Merci d'avoir débattu autour de ces sujets. On va passer au jeu spécial PSG Barcelone, comme je suis venu pour ça, donc au tout début. On remonte en 2013. Joris, s'il te plaît, écoute bien parce que là, il va falloir être très bon. En tous les cas, c'est mort subite. Je vous le dis direct. Ok. On retourne en 2013. Attends, c'est quoi les types de questions? On retourne en 2013. Okay. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions entre le Barça et le PSG au Camp Nou. Vous allez devoir me donner les compositions des 2 équipes. Oh, wow. Ah, c'est bon, j'en ai un. On donne un joueur chacun? Vous donnez un joueur chacun, c'est mort subite. Celui qui ne l'a pas est éliminé. On donne celui du Barça ou de Dortmund? On va commencer avec Paris. Alors, pardon, Paris. On va commencer avec le Paris Saint-Germain en 2013. Axel, tu commences. Pourquoi le Paris Saint-Germain? Ibrahimovic, c'est bon. Ouais. Joris. C'est bon quand même. Ça va, on a pas mal. En fait, j'ai envie d'en dire un, mais je vais avoir faux encore. Tu dis celui que t'es sûr? Mais je suis sûr de aucun. Non, faut mettre un chrono, c'est le début là. 5, ok. 4. Edison Cavani. C'est pas bon. Il a dit Edison. Edison Cavani, c'est allez. Pas bon. Je vais éliminé. Pour Paris en tout cas. Thiago Silva. Sirigu, c'est bon. Thiago Motta. Thiago Motta, c'est bon. Pour le Lavezzi, c'est bon, il était aligné en pointe avec Ibra. El Magnifico, Javier Pastore. Javier Pastore, c'est bon. Moi j'ai envie de dire, vous savez quoi, j'ai envie de dire Jallet. Christophe Jallet, c'est bon. Et là, c'est un vrai mano à mano là. Il avait un assez beau appareil dentaire, Marquinhos. T'es sûr? Non. Eh bien, attendez. C'est une élimination. Non, je voulais dire Alex. Oui, Alex, c'était bon. Non, mais je voulais dire Alex. Et non. Mais tu m'as dit t'es sûr? J'ai dit non du coup. C'était pour te dire que c'était pas bon. Est-ce qu'il y avait Maxwell encore? Il y avait Maxwell. Ok, j'aurais dit. Il y avait Alex. Il y avait Verratti. Il y avait Verratti. Et il y avait Lucas Moura. Ouais, mais je suis trop bête. Et il y avait pas Matuidi. Charo. Donc bravo Axel pour le Paris Saint-Germain. On va passer au Barça. Il va falloir tout donner. Barça, je gagne. Et ben Joris, on va commencer avec toi pour le Barça. Lionel Messi.
C'est une élimination. Quoi? Non, alors laisse-moi la refaire. Laisse-moi la refaire. Attends, laisse-moi dire. Non, S'il te plaît, je suis sûr qu'il y est. ça sera pas coupé au monde. Non. Mais oui, t'as jamais vu la vidéo où il rentre et tout juste à dit. Pardon. On parle du FC Barcelone. Oui. On parle donc évidemment de Mascherano en vrai. Non. Pour Mascherano, ça ne passe pas. Moi Je l'aurais dit vraiment. Alors, Axel. Busquets. Axel, c'est une victoire. Vraiment. Incroyable victoire d'Axel. J'aurais dit Mascherano, merci Jordan. Merci à vous, en tout cas, bravo à toi Axel d'avoir remporté ce jeu et d'avoir pu débattre sur cette émission. On se quitte là-dessus, évidemment, on fera un débrief, on fera un avant-match de ces demi-finales de Ligue des Champions. Merci à vous d'avoir suivi, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on se dit à la prochaine, salut à tous. Abonnez-vous.